Paris, 10h du matin. Les équipes du SAMU partent en urgence. Un grave accident de la route vient d'avoir lieu à l'autre bout de la capitale. Et à l'angle de Malakoff. Bruno est infirmier anesthésiste depuis 6 ans. Il sait que les minutes sont comptées. Un motard a été renversé par une voiture. Et généralement, quand tu as une voiture qui est impliquée, généralement, ça en sort toujours quand même avec au moins un membre fracturé, une luxation du genou. Souvent, il y a quand même une petite fracture associée quand même. Sur place, les sapeurs-pompiers sont déjà au travail pour prodiguer les premiers soins. 10h05, Samy. Le motard, un homme d'une trentaine d'années, est conscient, mais il n'arrive plus à bouger ses jambes. Bruno doit déterminer la gravité des blessures. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va? Comment vous sentez-vous? Vous avez mal quelque part? Non? À part les hanches? Le pronostic vital n'est pas engagé, mais les secouristes craignent l'hémorragie interne. Bruno et les équipes du SAMU doivent au plus vite évacuer le blessé vers l'hôpital le plus proche. On bouge pas trop, on est... Tiens ma jambe là. Ouais, je le tiens, monsieur, je le tiens. Oh putain, bordel, j'ai mal. On va vous soulager, monsieur, d'accord? Le blessé évacué, les policiers commencent leur enquête pour déterminer les causes de l'accident. Sa moto est en miettes. Les dégâts sur la carrosserie de la voiture attestent de la violence de l'impact. C'est ce jeune couple qui était à bord. Ils sont encore sous le choc. On est ici, là-bas. J'étais engagé en train de tourner et le motard est venu et il m'a percuté. Vous passez au vert ou vous passez au rouge? J'étais au vert. Ouais. À quelle vitesse vous voulez? Je roulais une vingtaine de kilomètres heure en train de tourner. En tournée, on ne l'a pas vu arriver, il est arrivé très très vite. Je vais me mettre un peu, je suis désolée. Je suis un peu sensible, je pense que... Désolée. Selon le couple, c'est la vitesse du motard qui serait en cause. Une affirmation que les policiers vont devoir vérifier. Et pour cela, ils disposent d'un atout majeur. Une caméra de vidéosurveillance a filmé toute la scène. En attendant, le jeune conducteur de 26 ans est conduit dans les locaux du STJA, le service de traitement judiciaire des accidents. Il semble de bonne foi, mais avant d'être interrogé, il est tout de même placé en garde à vue, comme l'exige la procédure en cas d'accident grave. Le STJA est une brigade unique en France, composée de policiers spécialisés qui mènent l'enquête quand un accident mortel ou grave survient dans la capitale. Bonjour. Bonjour. C'est le commandant Jurkowski, 57 ans, qui dirige l'unité. Grâce à la vidéosurveillance, il espère déterminer qui est responsable de l'accident et il va avoir une surprise. Donc, on va le voir arriver. Là, on voit le motard. Ouais, oula, d'accord. Alors, La vidéo confirme la violence du choc. Mais étonnamment, ce n'est pas le comportement du motard qui semble en cause. donc il lui coupe complètement la route, puisqu'on a l'axe médian qui est bien matérialisé par la borne ici. Donc, il aurait dû aller là et tourner. Tandis que là, il coupe en biais, ce qui contredit complètement ses déclarations. Moi, mon sentiment, il doit parler avec son ami dans l'habitacle. Il connaît bien les lieux puisqu'il l'emprunte assez régulièrement. Qui dit, on sait très bien que la plupart des accidents, c'est le fait d'une habitude. On est toujours habitué à faire comme ça, et ce jour-là, manque de chance pour lui, il y a une personne qui arrive en face. Donc, il coupe en biais la voie, et il y a un refus de priorité à droite caractérisé. C'est l'habitude. Et la petite infraction qu'on va dire, il n'y a pas de danger, il n'a pas fait gaffe, il devait discuter avec sa copine, là, puis voilà. Le refus de priorité, une infraction responsable de nombreux accidents dans les rues de Paris. Cette fois, le motard s'en tirera avec une fracture du bassin et une luxation du coude. Des blessures qui lui vaudront tout de même un long séjour à l'hôpital et plusieurs mois de rééducation. En garde à vue,
le jeune conducteur de la voiture reconnaît son erreur d'inattention et réalise la gravité de la situation. J'ai très peur pour la victime parce qu'elle est toujours à l'hôpital. Et je ne sais pas du tout son état de santé. Et moi, ça me gêne beaucoup par rapport à elle de se retrouver du jour au lendemain avec peut-être des séquelles graves. Mis en examen pour blessure involontaire, le jeune homme risque jusqu'à 2 ans de prison. Cet accident est typique des zones urbaines où l'inattention et l'incivilité provoquent de nombreux drames. En France, les villes concentrent 70% des accidents. Paris est la ville la plus accidentogène de France. Presque 7000 accidents en 2012. Comme tous les jours, c'est au rythme des coups de klaxon que la capitale se réveille. Un trafic dense, des embouteillages et des conducteurs à bout de nerfs qui prennent parfois tous les risques pour ne gagner que quelques minutes. Voies de bus, contresens et lignes blanches, dépassement par la droite, 100 mètres de clignotant, main sur le téléphone portable, sens interdit, ou même feu rouge. En ville, au volant de leur voiture ou à moto, certains usagers de la route n'hésitent pas à multiplier les infractions pour se frayer un chemin dans le trafic. Des chauffards urbains et des comportements dangereux que combattent chaque jour 3 unités de police spécialisées qui quadrillent les rues de Paris. Le STJA, Service du traitement judiciaire des accidents. C'est une unité spécialisée qui enquête sur les accidents les plus graves de la capitale. À sa tête depuis 7 ans, le commandant Jurkowski. Avec ses hommes, il traque les délinquants de la route, responsables d'homicides involontaires. Il y a une fracture, là. Une belle fracture ouverte. Eh, oh, tiens, interpellez-le. Mais ça va se passer, moi je vais pas rigoler, hein. Qu'est-ce que ça va ? La compagnie motocycliste de la préfecture de police de Paris. Une unité qui compte 255 motards pour lutter contre les chauffards urbains. Chaque jour, le major Karim et ses collègues font la chasse aux conducteurs imprudents qui confondent la route avec un circuit de Formule 1. Allez ! Attention ! Attention, on va se garer à droite, monsieur. Hop là ! Enfin, la compagnie de circulation du périphérique. 160 policiers qui tentent de faire diminuer les comportements dangereux sur l'axe le plus fréquenté de France. Plus d'1 million de véhicules sillonnent chaque jour le périphérique sous la surveillance d'Éric et de ses collègues. Sergent, c'est un chauffeur. C'est un chauffeur. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Un petit peu? D'accord, on va vous soumettre au dépistage. Qui sont les chauffards de la capitale? Pourquoi y a-t-il autant d'accidents à Paris? Quelles sont les réponses possibles à ces comportements à risque? Pour le savoir, nous avons passé plusieurs mois avec ces policiers qui luttent chaque jour contre la délinquance routière à Paris. Attends, reste là. Allez, dans la voiture. Allez. Dans la capitale, comme dans la plupart des centres-villes, les champions de la conduite à risque, ce sont les 2 roues motorisées. Pour se faufiler dans le trafic, ils multiplient les infractions. Un comportement dangereux qui a un prix. Les 2 roues sont impliquées dans plus de la moitié des accidents à Paris. Une dizaine chaque jour, environ. Et très souvent, ils sont responsables. Pour Karim, motard à la préfecture de police, l'attitude des 2 roues est le point noir de la sécurité routière à Paris. Le gabarit fait qu'on peut faire beaucoup plus d'infractions avec un 2 roues qu'avec un 4 roues. Ça dérange pas de faire demi-tour sur place sans problème, de rouler à contresens, de prendre un petit bout de sens interdit et de rouler sur les trottoirs. C'est dangereux parce que y a les autres qui respectent le code de la route et qui sont pas forcément habitués à voir ce genre de véhicules débouler de droite et de gauche. La spécialité des scooters et autres motos à Paris. Couper les lignes blanches et rouler plusieurs centaines de mètres à contresens pour éviter les embouteillages. Même la présence des policiers ne les arrête pas. Alors que Karim et son collègue patientent à un feu rouge, ce motard derrière eux, au blouson marron, tente de les dépasser par la gauche en empruntant la voie opposée.
Mauvaise idée. Non, monsieur, vous n'avez pas l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Non? Regardez où vous êtes. Ah ben voilà, vous avez raté mon bon virage. D'accord, venez par là, monsieur. Venez. Votre permis de conduire, s'il vous plaît? J'ai pas compris, là. J'ai pas compris ce que vous disiez, là. Vous n'avez pas l'impression d'être à contresens? Sur la ligne, c'est pas... Moi qu'il faut regarder, c'est par terre, monsieur. C'est pas... Votre permis, monsieur, la carte grise et l'assurance. Il ne s'en est même pas rendu compte. Mais au moment du contrôle, le motard se trouvait tranquillement de l'autre côté de cette ligne blanche, à contresens. Ouais. Ici, c'est pas là, quoi. Une infraction qui paraît dérisoire, mais qui peut pourtant avoir de graves conséquences. Le problème sur Paris, c'est qu'on a beaucoup de gens comme lui qui pensent qu'ils ne commettent pas d'infraction alors qu'ils se mettent eux en premier en danger et surtout ils obligent les véhicules à s'écarter. Alors bien sûr sur Paris, les gens ont fini par comprendre ce système et les voitures s'écartent sur le passage de ce genre de moto. Un jour ou l'autre, il risque d'y avoir un accident, quoi. L'homme paraît coutumier de cette infraction, car il ne semble pas mesurer le problème. Je peux demander votre indulgence, là? Une faute comme ça, est-ce que c'est une vraie grave faute ou... Au code de la route, ça fait partie des infractions les plus graves. Si j'avais roulé à 80 km/h sur la route, là, vous voyez bien, c'est pas la même chose. Les gens qui démarrent au feu, eux, ils n'ont plus leur fil. On est d'accord? Mais de toute façon, les gens qui démarrent au feu, moi j'attends qu'ils passent pour tourner à gauche. Mais vous êtes sur leur fil. Oh non. Ce que je trouve anormal, monsieur, c'est que vous n'arrivez même plus à vous arrêter un moment. Oh, vous avez deux motos de parler à police. quelqu'un, vous vous trompez là. J'ai marqué police, vous voulez un contresens. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au revoir, monsieur. Le motard paiera une amende de 90 € et perdra 3 points sur son permis. Circulation à contresens, mais aussi dépassement dangereux. Zigzag au milieu de la circulation. À cause de ses comportements à risque, l'année dernière, plus de 4000 motocyclistes ont été blessés dans un accident à Paris. Des écarts avec le code de la route qui se paient parfois au prix fort. Il est un peu plus de minuit. Afit, brigadier au STJA, le service du traitement judiciaire des accidents, vient de recevoir une alerte. Un conducteur de moto s'est grièvement blessé en doublant dangereusement un cycliste. Il serait entre la vie et la mort. Apparemment, donc, le cyclomoteur percute à l'arrière le vélo, chute lourdement et se blesse gravement. Donc, le SAMU est sur place, les sapeurs-pompiers sont sur place. C'est dans une petite rue animée du centre de Paris qu'a eu lieu l'accident. Trop pressé, le motard aurait perdu le contrôle de son deux roues en accélérant brutalement pour dépasser un vélo avant de faire une chute violente sur le bitume. Une fois sur place, Afit doit relever les indices pour expliquer les causes précises de l'accident. À l'arrivée des policiers, l'homme est en réanimation dans le camion des sapeurs-pompiers. Son état est critique. Il est pas en super état, Pour le cycle vital engagé? Ouais. D'accord. Alors que les sapeurs-pompiers tentent de transférer le blessé dans le véhicule du SAMU, ce que les secouristes redoutent le plus se produit. Ouais. Le mec est en arrêt, ils sont en train de le sortir du truc des pompiers pour le ramener dans celui du SAMU. Hein. Ouais, le mec est en arrêt là. L'homme fait un arrêt cardiaque. Tu passes, tu vas chercher de l'adresse, tu demandes de l'adresse s'il te plaît là. On pose au sol et on masse. En pleine rue, sous les yeux des passants, les médecins effectuent un massage cardiaque. Au bout de quelques minutes, le cœur de l'homme repart, mais son pronostic vital reste engagé. Comment il va le monsieur là? Là il a récupéré un pouls là. Ouais, ça va alors. Donc là il est plus en arrêt déjà. Mais comment ça se fait qu'il puisse être en arrêt comme ça? Suite au choc. Au choc? Parce que comme je dis, on sait pas ce qu'il y a eu. Tu sais, nous quand on arrive, le mec il est par terre, on n'a pas plus d'infos. Afit doit maintenant déterminer les circonstances du drame.
il va commencer par interroger la femme qui roulait à vélo. Elle est anglaise et ne comprend toujours pas comment le motard a pu la percuter et la projeter sur le bitume. Elle s'en sort indemne, mais elle a eu très peur. Il m'a touché, en fait, il a pris mon vélo avec lui. Il voulait vous dépasser et Oui, j'ai roulé sur la rue et j'ai entendu oui, qui arrivait. Il a klaxonné. D'accord. Et puis j'ai essayé de bouger un peu, j'étais au centre. Et il vous a accroché au niveau de la roue arrière et il est parti après au sol? Oui. C'est donc en doublant de trop près la cycliste que la moto a été déséquilibrée. La jeune femme est également tombée à terre. Mais elle a eu plus de chance que le motard. Apparemment, elle a pris des chocs que sur le côté gauche. On a la poignée gauche et poignée du frein aussi, qui sont rayées et abîmées. Sur le bitume, le policier va également relever des traces de frottement qui lui permettront de reconstituer le scénario de l'accident. Donc l'accident a pu commencer ici, vu les traces de ripage au sol. Donc on peut voir ici que ça a très bien frotté. Ensuite, les traces de ripage continuent ici et c'est terminé ici, puisqu'on est en présence de débris ici et de traces de ripage. Donc apparemment, le cyclomoteur a fini sa course ici. Une chute très violente, sur près d'une dizaine de mètres, avant de heurter un potelet anti-stationnement. C'est cet ultime choc qui aurait provoqué les blessures les plus importantes. Un potelet anti-stationnement, c'est pas en mousse, hein. Comme vous pouvez le constater, c'est de la ferraille. Donc ça fait mal, très très mal. Quelques heures plus tard au commissariat, le brigadier Affit apprendra le décès du motard. À quelle heure? Il est mort. Tony, entre 3h et 3h10, décès du monsieur. L'analyse de son sang va révéler un taux d'alcoolémie de 0,89 mg par litre, bien au-delà de la limite légale de 0,5. Une forte consommation d'alcool et un comportement dangereux qui pourrait expliquer sa chute mortelle. En 2012 à Paris, 15 motocyclistes ont trouvé la mort dans des accidents de la circulation. Souvent en cause, leur mauvaise conduite, mais surtout les excès de vitesse. À la nuit tombée, certains motards prennent parfois les rues de la capitale pour un circuit de Grand Prix. Intercepter les deux roues en excès de vitesse est même devenu la spécialité de Luc, major à la compagnie motocycliste de Paris. La nuit, ça se rapproche du grand axe routier. Il y a souvent des gens qui confondent Paris avec des nationales ou une départementale qui ont tendance à rouler très très fort. C'est très fréquent parce que comme les axes sont vraiment dégagés, les gens commencent à accélérer, ont tendance à accélérer puisque c'est dégagé. Comme vous pouvez voir là, sur le boulevard Saint-Germain, il n'y a quasiment personne. Les feux sont synchrones, donc on a envie de rouler. Ce soir, Luc et son collègue partent surveiller le périphérique, l'axe le plus sensible de la capitale. 35 km de bitume où les chauffards s'en donnent à cœur joie. Là, on a vraiment les plus grandes vitesses pour des personnes qui roulent à 180 à 200 avec une circulation dense, des dépassements de véhicules par droite, souvent des queues de poisson, des retours prématurés. Donc c'est sûr qu'il y a une prise de risque énorme, donc surtout pour les autres usagers. Ce soir, une nouvelle fois, Luc va devoir utiliser ses talents de pilote. Car après seulement quelques minutes de surveillance, sous les yeux des deux policiers, un motard passe entre les fils à grande vitesse. Allez! Les policiers se lancent immédiatement à sa poursuite. Le chauffard roule à plus de 160 km/h, plus de 2 fois la vitesse autorisée. Luc pousse sa moto au maximum pour tenter de rattraper le fuyard le plus vite possible. Un motard inconscient qui met en danger la vie des policiers et de tous les autres usagers. Après 5 km de poursuite, alors que l'individu semble à portée de vue, il bifurque brusquement sur la droite pour sortir du périphérique. Sans doute une tentative pour semer les policiers,
Mais elle ne va pas fonctionner. Quelques instants plus tard, Luc réussit à rattraper le chauffard, très vite rejoint par son collègue. On sort, va se garer à droite, monsieur. Hop là! Allez-y, monsieur, vous descendez de la moto, c'est la police, d'accord? Vous descendez de la moto et vous allez vous garer à droite, s'il vous plaît. Pris par surprise, c'est à pied que le motard termine sa chevauchée infernale. Vous nous avez pas vu arriver? Non. Je vous ai vu juste quand vous étiez là, je pensais que vous veniez de là, je me suis dit c'est bizarre, ils étaient une personne derrière moi. C'est pas de chance quand même. Hein. Wow. Juste au moment où on arrive sur vous, vous sortez. Bah, c'est là où j'habite. Ouais. Ah, non mais quand même, avouez quand même que pour nous c'est pas de chance. L'homme nie avoir voulu semer les policiers et il tente de minimiser sa faute. Pourquoi on vous contrôle, monsieur? Parce que je vais trop vite, j'imagine. Bah j'imagine, c'est-à-dire que vous roulez à combien, monsieur, sur le périphérique? C'est bon, je vais être à... je sais pas. Allez-y, monsieur, dites un chiffre. 110, 120. 110, 120. Ouais, nous, on se donne pas la peine d'arrêter quelqu'un qui roule à 110, 120, monsieur. Vous avez doublé au Ça moins fait une combien de temps? cinquantaine de véhicules, faut arrêter. C'est ce qu'on a doublé nous pour venir vous chercher. On est depuis la porte de Saint-Cloud, monsieur, derrière vous. D'accord. Je reconnais. Eh ben, c'est... Alors c'est très bien. Vous avez combien de points sur le permis de conduire? J'en ai 5. Là, dans tous les cas, de toute façon, là, vous perdez l'intégralité de vos points. Parce que vous, en infraction cumulée, vous perdez jusqu'à 8 points. Le motard risque gros. Alors il décide finalement de jouer franc jeu et fait preuve de bonne foi. Monsieur, ça fait quand même beaucoup de choses, hein. Mais je sais bien, je suis en super tort. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Excusez-moi, je vais me prendre tous mes points, j'aurais plus de permis. Et voilà. Bah ouais, c'est votre faute, monsieur. C'est votre faute. Moi, j'y suis pour rien, c'est votre faute, hein. Moi, je constate. Je roulais bien plus que 40 km/h au-dessus de la limitation, et même encore un peu plus d'ailleurs. Je devais être dans les 160, donc sur 100, pas sur 10 km, pas sur toute périph', hein, mais quand il n'y a pas grand monde sur une porte, bon bah voilà quoi, 160, c'est rien avec une moto comme ça. Une moto, ça monte à 300 là. Tant que je suis pas à 140, 150, on sent plus rien là. Bah non, on peut pas le faire, c'est pas... Et ils ont raison. Le motard reconnaît son comportement irresponsable. Il s'en tire simplement avec une amende de 90 € pour dépassement par la droite qui va lui coûter 3 points et une autre du même montant pour vitesse excessive mais qui, elle, n'entraînera pas de retrait de points. Car en l'absence de radar embarqué, les policiers ne peuvent qu'estimer sa vitesse. Là, c'est une appréciation, hein, donc il n'y a pas de constatation par jumelle, donc on n'a pas de vitesse précise, puisque là, on constate par rapport au compteur des motos, par rapport au trafic de la circulation, donc il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, hein, et donc il n'y a pas de perte de points, justement, parce qu'il n'y a pas de vitesse constatée, de vitesse réelle. Si les policiers avaient été équipés d'un radar, l'homme serait reparti à pied, sans sa moto. Aujourd'hui, il ne perdra pas son permis de conduire. Son escapade ne lui coûtera que 200 € et 3 points. Bon, merci quand même malgré tout. Mais... Voilà, bah, soyez prudents, monsieur. Et que la prochaine fois, qu'on vous voit passer, et puis qu'on se dise... Vous m'arrêtiez pas. Bah voilà, qu'on se dise, bah ça vaut pas le coup de partir. Hein. Ça marche. En 2012 à Paris, les policiers ont intercepté plusieurs milliers de conducteurs de motos ou de scooters en excès de vitesse. Allez-y. Des chiffres alarmants qui inquiètent les pouvoirs publics. Pour tenter d'enrayer le phénomène, chaque année, les autorités organisent dans la capitale plusieurs dizaines d'opérations de sensibilisation ciblant les conducteurs de 2 roues motorisés. Aujourd'hui, au bois de Vincennes, des centaines de personnes sont attendues. Au programme, cours de conduite, freinage d'urgence, dépassement d'obstacles et rappel des règles de sécurité. Donc tu regardes bien au loin ce que tu as envie de faire. Tu vois, de toute façon, avec ta vision périphérique qu'il y a des cônes. Tu connais le chemin. Mais tu regardes bien au loin. Et c'est à ce moment-là que tu fais la poussée sur le guidon. À droite, à gauche. Et forcément, ça va s'incliner. On a vraiment des choses à réapprendre. Ouais, ça c'est pas simple. On croit savoir tout faire, mais même un motard, moi je serais eux, je recommencerais peut-être le permis aujourd'hui. Laure Condomine, commissaire et chef du pôle sécurité routière de la préfecture de police de Paris, a fait des excès de vitesse des 2 roues son cheval de bataille. Je crois qu'il appartient aux 2 roues motorisés comme aux autres usagers de la route de prendre conscience qu'il n'y a pas de droit absolu à conduire. Il ne faut pas dépasser les limitations de vitesse, mais au-delà de ça, quand on prend la route, quand on partage la route, il faut ne pas se mettre en danger et pas mettre en danger les autres. Le partage de la route, un problème permanent dans les rues de la capitale.
D'autant que les motos et les scooters sont loin d'être les seuls à prendre des libertés avec le code de la route. Depuis 5 ans, le nombre de cyclistes a augmenté de plus de 40% dans la capitale, notamment depuis l'explosion des Vélib. Des vélos à bas coût qui se louent à l'heure et dont les utilisateurs manquent souvent d'expérience pour circuler dans les rues. Comme Luc et Karim, Pierre appartient à la compagnie motocycliste de Paris. Mais avec Johan, ils travaillent en civil pour se fondre discrètement dans la circulation. Pour Pierre, les vélos et surtout les Vélib sont une difficulté de plus à gérer. Malheureusement, avec le développement énorme du Vélib, on a affaire à beaucoup de gens qui font du vélo quelquefois, je ne vais pas dire pour la première fois, mais en tout cas, ils n'ont pas l'habitude. Ils circulent un petit peu avec un équilibre assez précaire. Beaucoup prennent de liberté avec les feux, avec les priorités. À Paris, prendre des risques à vélo est devenu un sport très répandu. La spécialité des cyclistes, griller les feux rouges. D'autant plus qu'ils ne peuvent pas perdre de points sur leur permis de conduire. Comme tous les conducteurs de 2 roues dont la cylindrée est inférieure à 50 cm3. Ah, je vois. Ouais. Justement devant Pierre, un vélo au comportement dangereux vient de griller un feu rouge. Et il ne va pas s'arrêter là. Ah, il se met en Amazon, pourquoi pas. Voilà, il lâche le guidon, il se met en Amazon et il fait du freestyle. Voilà. Un petit peu de gymkhana en vélo, c'est sympa. Avec la musique sur les oreilles, ça y est, il a fini son spectacle. Alors, faut pas me demander pourquoi il fait ça, mais je pense qu'il s'amuse. Là, il va contourner l'obstacle, contresens. Là, il est complètement à contresens de la circulation, jusqu'à la voiture. C'est celui qui va se pousser en premier. Un peu plus loin, le jeune homme va griller un 2e feu. Il n'est pas loin de provoquer un accident avec ses 2 scooters, avant de franchir un 3e feu rouge, quelques secondes plus tard. Alors, effectivement, c'est l'accumulation de toutes ces situations dangereuses où vraiment on considère que le cycliste, là, il abuse. On va pas tout de suite lui sauter dessus dès qu'il grille un feu rouge. Mais à partir du moment où il abuse, on l'arrête et puis on met fin à son spectacle. Pierre décide de l'intercepter. Bonjour monsieur. Bon, c'était très joli. Merci, vous avez fait en vidéo. Ouais. Par contre, forcément, ce que vous avez fait là, alors, vous mettre en Amazon, les contournements d'obstacles, les lâchers de guidon, les feux grillés, les refus de priorité, les contresens. Contresens ? Oui, juste là. Ah, de l'autre côté de la voie ? Oui, c'est ça. Contresens jusqu'à la voiture, c'est à elle de se décaler. Si elle décide de ne pas se décaler parce que vous avez derrière le volant quelqu'un qui est buté et qui se dit rien à faire, c'est ma voie, je suis prioritaire. Il y en a qui sont capables de foncer. Vous avez raison. Vous en avez sûrement vu déjà qui... tous les jours. Parfois, vous avez fait des manœuvres, j'ai pas compris. Il y a un côté parc de jeu, quoi, finalement, pour vous, mais là, vous êtes dans le faux, je crois. Je suis dans la prise de risque parfois inconsciente, ouais. Je suis d'accord. Bon, monsieur, si on vous met tout, c'est un salaire, hein. Ouais, j'ai l'impression. Devant la bonne foi du cycliste, Pierre va faire preuve d'indulgence. Le jeune homme écope seulement d'une amende de 90 € et d'une petite leçon de morale. Comme il est à vélo, il ne perdra pas de points sur son permis de conduire. Une sanction qu'il semble prendre avec humour. Juste le feu, merci messieurs. Ah bah de toute façon, je pense que la vie va vous sanctionner à un moment donné. Je crois. Hein. Non, dites pas ça. Je sais pas. Mais je crois que vous êtes un petit peu indécrottable. Je suis un petit peu indécrottable là-dessus. Non. Si. Oh non, vous vous trompez sur moi. Je suis loin d'être indécrottable. On verra. J'espère qu'on ne sera pas amené à faire l'escorte de votre SAMU. Hein, j'espère. J'espère franchement. J'espère aussi. Bon, soyez prudents quand même. Ouais. Vous m'escortez ? C'est cela, oui. Les avertissements des policiers ne sont pas toujours suffisants. Chaque année, plus de 600 accidents à Paris impliquent des cyclistes. Parfois, avec des conséquences tragiques. Car à vélo, la moindre prise de risque peut conduire au drame. À l'autre bout de Paris, les équipes du service du traitement judiciaire des accidents, le STJA, viennent d'être appelées en urgence. Un cycliste a eu un grave accrochage avec un bus. C'est Michael, brigadier chef, qui prend l'affaire en main. Cela fait 6 ans qu'il travaille au STJA.
Il sait par expérience que les cyclistes sont la hantise des conducteurs de bus. Alors apparemment, pour l'instant, les seules infos que j'ai, ce serait un bus avec un cycliste, et le cycliste aurait un bras écrasé apparemment. Après, là, il faudrait voir les circonstances, si c'est en roulant ou alors, comme les 3/4 du temps, en redémarrant à un feu par exemple ou à un stop, tu as toujours le cycliste qui va se placer entre le véhicule ou à côté du bus. En général, ça passe pas, s'il ne le voit pas. C'est bon, je descends. Sur place, le SAMU et les pompiers sont déjà à pied d'œuvre. Le cycliste, un jeune homme de 26 ans, est conscient, mais son état est critique. Alors qu'il tentait de dépasser le bus par la gauche, il a chuté et son bras a été broyé par la roue arrière du véhicule. Ça va? Ça va? Ça va? Nickel. T'es bien là? C'est potentiellement grave, pour son bras surtout. Il y a de grosses réparations orthopédiques à faire et on ne sait pas encore l'état des lésions parce qu'on ne peut pas explorer tout ça dans la rue. Michael va devoir déterminer les raisons de l'accident. Pourquoi le cycliste a-t-il chuté? Comment s'est-il retrouvé sous le bus? Les médecins et les pompiers, eux, doivent au plus vite stopper l'hémorragie pour tenter de sauver le bras du jeune homme. Ouais. Allez, serre les dents. Tu du réfait là. Miguel, tu restes au bras, tu le prends. Du fais-l'eau, tu vas te mettre au niveau des jambes. Allez, on va fixer au niveau de la tête en premier. Tête en premier, mouche. Bougez pas, monsieur. Bougez pas. Bouge pas. C'est éclipsé? Ok. Tiens, vas-y, prends les jambes tranquillement. Allez, le côté pareil. Tout doucement. Les urgentistes ont réussi à préserver autant que possible le bras du cycliste. Il doit maintenant être opéré en urgence pour éviter l'amputation. Allez, nickel. Allez, pareil. Après plusieurs passages au bloc opératoire, puis de longs mois de rééducation, le bras du jeune homme sera finalement sauvé. Mais il gardera des séquelles importantes jusqu'à la fin de sa vie. D'après les premières constatations de Michael, l'accident serait d'abord dû au comportement du cycliste. On a deux témoins dans le bus, notamment une qui a tout vu et qui nous dit que, alors que le bus était ici, elle a aperçu le vélo arriver par l'arrière et se faufiler. Elle s'est fait la réflexion à sa mère en disant il est fou, il n'y a pas la place. Donc en fait, le bus était déjà en train de commencer à aller tourner. Quand le vélo est arrivé, s'est faufilé. Le bus ne l'a pas vu entamer son virage et le vélo est passé dessous. Ça serait la responsabilité incombée au vélo qui s'est faufilé entre les barrières et le bus alors qu'il n'y avait pas la place. C'est la roue arrière gauche du bus qui a écrasé le bras du cycliste. Il s'est fait piéger par un classique du genre, le porte-à-faux. Quand un bus tourne à gauche, il se déporte d'abord vers la droite. C'est ce phénomène qu'on appelle le porte-à-faux. À ce moment-là, le cycliste a cru qu'il avait la place de passer. Mais problème, plus le bus tourne et plus l'espace avec la chaussée se rétrécit. Le cycliste s'est donc retrouvé coincé entre le bus et le trottoir. Ils font tous comme ça, ils sont persuadés qu'ils ont la place de passer. Je pense qu'il n'y en a aucun qui a conscience des porte-à-faux des bus, parce que pour eux, au départ, il y a 10 cm, donc il y a la place, mais ils ne se rendent pas compte que quand le bus tourne, il y a un porte-à-faux qui est important, ça ils ne le connaissent pas. Et je pense que les 3/4, ils doivent penser aussi que le chauffeur de bus les a vus, alors qu'ils sont toujours dans un angle mort et qu'en général, ils ne sont jamais vus, quoi. Malgré la gravité de ses blessures, le conducteur du vélo s'en sort plutôt bien. L'année dernière à Paris, 5 cyclistes ont perdu la vie dans un accident. Des usagers vulnérables qui ne sont pourtant pas les premières victimes de l'insécurité routière dans la capitale. À Paris en 2012, près de 2000 piétons ont été impliqués dans un accident de la route et 18 ont trouvé la mort. Bien souvent, ce ne sont pas les chauffards, mais bien le comportement des piétons qui est en cause. Car à pied, les Parisiens oublient souvent le code de la route. Circulation irrégulière en dehors des passages protégés, comme ces deux femmes.
Ou non-respect du signal lumineux, comme ces personnes qui traversent alors que le petit bonhomme est rouge. Dans la capitale, les abus sont permanents. Un problème quotidien pour Karim, major à la compagnie motocycliste de la préfecture de police de Paris. Notre problème des piétons, c'est qu'ils sont vraiment inconscients des dangers. Ils déboulent entre deux voitures et effectivement, souvent ça se termine mal parce qu'ils regardent d'un côté mais ils ne regardent pas de l'autre. Et entre deux camionnettes par exemple, c'est impossible de les voir. Et c'est vrai que il y a de plus en plus de problèmes parce que les gens traversent vraiment n'importe où. Et surtout, ils ne regardent même plus. Ils sont avec leur téléphone, leur musique et tout. Et ils ne se rendent même pas compte de leur dangerosité. Surtout pour eux. C'est ma phobie. Et à Paris, même devant la police, certains piétons n'hésitent pas à forcer le passage. Eh oui, c'est pas un endroit pour traverser ça. C'est rouge, monsieur. C'est rouge. C'est rouge. Oui, oui, bah oui. Pour ce genre de traversée irrégulière, l'amende est de 4 €. Peu dissuasive de la vie de Karim, qui se contente d'un simple rappel à l'ordre. Ça coûte plus cher de traiter l'amende que de récupérer l'argent, alors... D'après les statistiques de la préfecture de police de Paris, parmi les piétons les plus imprudents, une majorité d'enfants de moins de 15 ans et de personnes âgées. Ce sont les plus vulnérables, notamment face aux nombreux véhicules utilitaires qui empruntent les rues de la capitale. Il est un peu plus de 15 heures dans le sud de Paris. Le commandant Jurkowski, chef du STJA, a été appelé pour un accident dramatique qui vient de se produire. Il y a quelques minutes, une femme a été tuée par ce poids lourd. Le commandant va devoir identifier les causes de cette catastrophe. Ouais, vous laissez tel quel? Ouais. Donc ici, il y a la chaussure, les bijoux. Ici, on a des indices au niveau des cheveux. Il y a des cheveux. Ouais. Le commandant dirige le STJA depuis 7 ans et il a appris à ne pas se laisser dépasser par l'émotion. Pour lui, cet événement tragique est caractéristique des accidents de piétons à Paris. C'est un cas typique, piéton âgé renversé, c'est la typologie parisienne, c'est le problème sur lequel on travaille le plus et malheureusement c'est ce qui fait le plus de victimes. Seniors, troisième âge, manque d'attention a priori en traversant et malheureusement c'est tous les ans c'est les usagers les plus vulnérables, les plus touchés. Le commandant Jurkowski doit maintenant déterminer le scénario exact de l'accident. D'après les premiers témoignages, c'est alors qu'elle traversait la chaussée sur un passage pour piétons que la femme aurait été happée par le camion de 44 tonnes. À quelle hauteur a traversé la dame? Au 2. Au 2? Tout au bout, à 400 mètres. Ah ouais. Mais et c'est là qu'elle a été prise par camion? Voilà. Ben, on a des traces tout le long? On n'a rien, j'ai regardé, j'ai pas de bijoux, j'ai rien. J'ai fait toutes les bagnoles. Donc de l'arrêt du bus, il a 400 mètres le bus, hein? Le bus est en stationnement. Ouais. Il décharge ses passagers. D'accord. L'autre, il arrive derrière, il peut pas passer. Donc il attend ici. Donc il est là, dans son angle mort. Et la personne passe entre le camion et machin. Le bus repart, il repart. Et en moment, je pense, je présume, je suis pas enquêteur, il va la choper à ce moment-là. Et il la traîne jusqu'ici? Il la traîne jusqu'ici. C'est dans cette petite rue que l'accident a eu lieu. Étonnamment, sur le bitume, aucune trace du choc. En fait, elle traverse de là pour aller en face, c'est ça? Elle sort du bus. Ah, elle sort du bus? Elle sort du bus et elle se retrouve finalement entre l'arrière du bus et l'avant du camion. Ouais, il n'y a rien. Comme toujours dans ce cas de figure, c'est à l'abri des regards que le chef du STJA examine le corps de la victime de 76 ans. Un travail difficile, mais indispensable pour l'enquête. Là, il y a une plaie sur le... T'as une plaie sur le... T'as pas l'impression qu'il y a eu un passage sur le ventre quand même, hein? Ça va peut-être être sur le dos, à mon avis.
On a besoin, nous, de vérifier, voir un petit peu sur le corps ce qu'on y trouve, quoi. C'est les constatations usuelles. Constatations sur la nature des blessures. Et pour nous donner une idée de l'impact, comment ça a pu se passer. Même si ça peut paraître évident à tout le monde qu'elle soit passée, cette pauvre dame, sous un véhicule. Mais on ne sait pas ce qui peut se dire par la suite. Voilà, quoi. Donc c'est important de faire toujours des constatations. C'est le b.a.-ba d'un policier. Dans n'importe quelle situation, sur un cambriolage, on fait des constatations. Sur un homicide, évidemment, et sur un homicide involontaire également. Pour le commandant Jurkowski, le plus difficile commence. Établir qui est responsable de l'accident. Le conducteur du camion ou la piétonne? Le chauffeur du poids lourd qui roulait avec un collègue prétend ne s'être aperçu de rien. Les deux hommes vont être emmenés au commissariat. Avant de les interroger, le commandant veut examiner le camion. La dame, elle est passée vraiment à l'aplomb. C'est-à-dire, elle vient de la gauche, hein, donc elle passe là. À l'aplomb, complètement à l'aplomb. Donc là, déjà là, lui, il voit. Lui, il aura du mal, parce qu'on a mis le bruit. Et ils étaient en train de redémarrer. Ouais. Sur des véhicules aussi imposants, l'extérieur de l'habitacle est équipé d'un rétroviseur plongeant. Il doit normalement permettre de voir toute personne passant à l'avant du camion. Fermé. Vous pouvez vous mettre devant, s'il vous plaît? Merci. Le commandant veut s'assurer que le rétroviseur est bien réglé. Alors, ouais. Alors déjà, on voit là, juste là. Ici. Stop! Un peu plus loin? Encore? Ouais, bon. On voit pas très bien, hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir l'œil dessus, quoi. Alors là, si elle est là, il la voit, mais après, c'est fini, hein. Et vu la taille, c'est typique d'un angle mort. À Paris, en 2012, l'angle mort est en cause dans près de la moitié des accidents mortels de piétons. Pour le commandant Jurkowski, le chauffeur du poids lourd n'aurait peut-être pas vu la vieille dame qui traversait. C'est au commissariat qu'il va pouvoir vérifier son hypothèse grâce aux images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance du quartier. Et le chef du STJA va s'apercevoir que l'angle mort n'est pas seul en cause. La victime, elle aussi, a commis une grave erreur. Là. Alors voilà, c'est là qu'il faut regarder, si on peut revenir. Regardez, on voit le feu vert, hein. Le feu est vert pour le camion, hein. Le feu qui régule la circulation aussi bien pour les usagers de véhicules que pour les piétons, donne la priorité de circulation, comment dirais-je, au camion, hein. Donc lui, il redémarre, hein. Moi, je vois pas de faute de la part du chauffeur de camion. La piétonne a traversé la rue, alors que pour elle, le feu était rouge. Le conducteur du camion n'a pas fait d'erreur. Il n'a tout simplement pas vu que la victime était devant son véhicule au moment où il démarrait. Donc, la station de bus est là. Donc, la dame va descendre. Plutôt que de laisser passer le camion, elle va se faufiler entre le bus et le camion. On a ce qu'on appelle un effet d'angle mort, qui est archi connu. Et le chauffeur, même s'il a pu regarder une première fois, il redémarre. Si à ce moment-là, elle avance, ce qui semble être le cas, elle va être happée par le camion. Dans un autre bureau, les hommes du commandant prennent la déposition du chauffeur. Pour le moment, sa responsabilité ne semble pas engagée. Mais il a toujours du mal à se remettre de l'accident. Aucun moment que j'ai entendu quelque chose. Comment vous êtes douté, enfin, vous a semblé... Rien. Je ne plairai jamais de ma vie. Le chauffeur sera relâché le soir même. Il attend aujourd'hui la décision du procureur quant à d'éventuelles poursuites. Pour les professionnels de la route, conduire dans la jungle urbaine parisienne s'apparente souvent à un véritable défi. Et pour les conducteurs les plus pressés, comme les livreurs, c'est tous les jours une dangereuse course contre la montre. Toujours sous pression, certains n'hésitent pas à mettre en danger leur vie et celle des autres pour livrer leur colis à temps. Comme ce scooter qui va enchaîner feu rouge grillé, zigzag, sens interdit, voie réservée au vélo, ou encore une rue piétonne. Commettre une avalanche d'infractions pour livrer à l'heure, c'est le quotidien de Cédric.
Pour faire du chiffre, sur son 50 cm3, il ne recule devant rien. Quand c'est vert, c'est vert, et quand c'est rouge, je passe. C'est la pression du travail. Il faut livrer en urgence. Pour livrer son colis, Cédric traverse une rue à contresens, coupe une ligne blanche, s'engage dans une voie réservée aux taxis, et pour finir, il va griller un feu rouge. En moins d'1 minute devant notre caméra, il vient de commettre 4 infractions. Une cadence infernale qui, selon lui, serait imposée par son patron et ses clients. Ah, on est bien obligé. Sinon, c'est viré. Le patron, il n'a pas le choix, le pauvre. C'est-à-dire, lui aussi, il est dans un cas comme moi. Et il peut perdre son client. Que voulez-vous? Faut bien travailler, non? Gagner son pain, c'est le risque du métier. Quand je me lève le matin, je prends la porte et je me pose la question, je me dis peut-être que je rentrerai pas ce soir. Tous les jours, on peut perdre notre vie. Tous les jours. Cet après-midi, Cédric va tout de même devoir ralentir un peu. Il a repéré de vieilles connaissances. À sa droite sur la moto, des policiers en civil surveillent d'un très mauvais œil sa conduite. C'est les amis de la police. Pas de quoi impressionner Cédric. En 10 ans de métier, il a appris à reconnaître les policiers en civil. Pour lui, c'est même devenu un jeu. Les 2 motards ont à peine disparu qu'il grille déjà un nouveau feu rouge. À Paris, les livreurs en 2 roues ne sont pas les seuls à commettre des infractions. En camionnette, certains professionnels rivalisent d'imprudence, comme ce véhicule qui double pied au plancher et à contresens une file de voitures sur une centaine de mètres. Un comportement d'autant plus dangereux que les vitres arrière de ces camionnettes blanches sont opaques. Les conducteurs ont donc une visibilité très réduite. Et pourtant, aucune formation n'est nécessaire pour conduire ces véhicules utilitaires de plus en plus puissants qui peuvent parfois peser jusqu'à 3,5 tonnes. Karim, motard à la préfecture de police de Paris, connaît bien le problème. Il doit régulièrement faire face à des livreurs trop pressés. Les livreurs, c'est un problème parce que ils sont soumis à une pression un petit peu de la part de leur patron pour faire les livraisons. Et effectivement, ils sont amenés à chercher à gagner du temps le plus possible pour faire leur travail. Ce qui occasionne souvent des fautes de conduite. Et la présence des policiers ne suffit pas toujours à empêcher ces infractions. Cet après-midi, ce livreur de fruits et légumes en camionnette blanche va en faire la démonstration. En se rabattant sur la voie de droite, il manque de percuter le collègue de Karim, à quelques mètres derrière lui. Voilà, lui, il regarde même pas, lui. Il a failli finir à l'hôpital. Il a même pas vu qu'il y avait le collègue à sa droite. Une erreur d'inattention sans doute, et heureusement sans conséquence. Mais Karim décide quand même de contrôler le chauffeur. Monsieur, bonjour. Vous éteignez votre moteur, s'il vous plaît. Vous présentez votre permis de conduire. Oui, mais je vous ai pas vu dans le restaurant. Ah ouais, c'est parce que je reprends. Oui. C'est pas pour regarder dedans, vous m'auriez vu. Ah non, je vous ai pas vu. Eh oui, mais c'est pas parce que vous l'avez pas vu que vous avez le droit. Vous voyez ce que je veux dire? Ces véhicules de livraison ne possèdent pas de vitre arrière. Leurs conducteurs ont une visibilité réduite. Alors pour cette fois, Karim fait preuve d'indulgence. On le verbalise pas parce qu'on était vraiment... on roulait pas vite. Effectivement, une vitesse plus élevée, ça aurait été beaucoup plus dangereux. Là, on était dans les embouteillages. On va lui faire un cadeau. Hein. De toute façon, s'il continue à rouler comme ça, il va y avoir droit un jour ou l'autre. Hein. Et même beaucoup plus vite que prévu. À peine reparti, le livreur va commettre une deuxième infraction sous le nez des policiers. Au démarrage, sur la file de gauche, il change encore de file, sans clignotant. Karim décide de l'arrêter à nouveau, mais cette fois, son ton est beaucoup moins compatissant. Monsieur, j'ai pas très bien compris là. Ça va pas bien ce matin? C'est votre conduite normale, ça? Quand vous êtes parti, vous avez mis le clignotant là pour vous dégager? Oh monsieur, en plus si vous nous prenez pour des imbéciles, ça va pas fait penser.
Cette fois, le livreur n'y échappe pas. Il repartira avec une amende de 90 € et 3 points en moins sur son permis de conduire. Bah oui. La première fois, on voulait bien croire que ça n'allait pas. Mais là, si vous conduisez tout le temps comme ça, faut être calme, monsieur, au volant. Hein. Il faut arrêter. Hein. Oui, mais il faut arrêter. Oui. C'est de l'acharnement. Oui, c'est de l'acharnement. Sur des gens qui conduisent comme vous, oui. Conduite comme ça, ça engendre des problèmes par la suite. Parce que ça peut entraîner des accrochages qui dégénèrent. Monsieur est un peu nerveux. Karim est intransigeant pour une faute qui peut paraître minime. Mais il sait d'expérience que ces camionnettes de livraison conduites par des chauffeurs imprudents peuvent devenir des armes mortelles. Ce jour-là, le commandant Jurkowski et ses hommes du STJA sont justement à la recherche d'un livreur. Il a commis un acte irréparable dans cette petite rue du centre-ville. Donc elle habite là et donc ça se passe là. Et le gars fait la marche arrière de là-bas. Alors qu'il effectuait une marche arrière pour gagner du temps, le livreur avec sa camionnette blanche a renversé une femme de 85 ans. Il a aussitôt pris la fuite, sans appeler les secours. Grièvement blessée, la femme est décédée 3 semaines plus tard. Donc on aurait un homicide involontaire aggravé donc qui fait une marche arrière, donc une manœuvre interdite, plus le délit de fuite. C'est assez grave, oui, c'est même très grave. Un témoin de l'accident est parvenu à relever une partie de la plaque d'immatriculation de la camionnette blanche. Une information précieuse, mais insuffisante. Pour retrouver le livreur, le commandant mène donc l'enquête sur le terrain. Pendant plusieurs semaines, il va contrôler tous les véhicules de livraison du quartier à la recherche de nouveaux indices. Tiens, on va discuter avec lui 2 minutes. Monsieur, vous avez livré ce jour-là? Je suis là pratiquement tous les jours, mais je ne me rappelle pas si j'étais là ce jour-là ou pas. Il y a probabilité que vous avez livré ce jour-là. Personne ne vous a parlé d'un accident Non, justement, j'étais étonné. D'accord. Du tout. Très bien. T'as pris l'adresse et le nom de la société? A priori, ce livreur ne correspond pas au profil recherché. Mais le commandant ne veut négliger aucune piste. Tiens, regarde. Tiens, interpellez-le. Quelques minutes plus tard, une nouvelle camionnette attire l'attention des policiers. Son conducteur vient de remonter la rue en marche arrière. Une infraction qui rappelle étrangement les circonstances de l'accident mortel. Faut jamais rien laisser au hasard. Si on laisse au hasard quelque chose quand on est policier, on n'a rien compris au film. Faut aller jusqu'au bout de le moindre détail, la moindre chose. Après vérification, ce livreur n'était pas présent sur les lieux le jour de l'accident. Mais l'acharnement du chef du STJA va finir par payer. Quelques jours plus tard, ces hommes repèrent au même endroit une camionnette qui pourrait correspondre au véhicule recherché. Ils l'ont prise en photo. Au commissariat, le commandant a enfin le sentiment d'être sur une piste sérieuse. C'est cette camionnette qui pourrait être responsable de la mort de la femme âgée. Ça se voit pas sur la photo, mais il a un pet. Ah ouais. Il a un petit enfoncement qui est vers En ici, plus. vers là. En plus. Et en plus, la plaque d'immatriculation donc correspond à part le CCA. Les numéros partiels qu'on a correspondent effectivement. CA et WW. Le propriétaire du véhicule est un jeune homme d'une trentaine d'années, connu des services de police pour trafic de stupéfiants. En géolocalisant son téléphone portable et après avoir interrogé son employeur, les policiers ont acquis la certitude que l'homme était présent dans la petite rue à l'heure précise du drame. Il est ici. Il est dans cette rue Séguier. Alors, même si c'est pas lui, il aurait dû quand même voir l'accident. Cet après-midi, au commissariat, un homme apprend la nouvelle avec soulagement. C'est le fils de la victime, la femme de 85 ans décédée des suites de ses blessures. Il vient déposer plainte avec l'espoir de connaître enfin la vérité sur cette affaire. C'est pas la vengeance, ma mère va pas revenir en vie, mais c'est une partie de ce processus un peu de deuil et aussi de faire que ça ne se reproduise pas. Ce sont des choses qui sont quand même très graves de renverser et surtout de partir. Je veux dire, il serait resté, bon, ça arrive à tout le monde de faire des bêtises, ça arrive à tout le monde d'avoir un moment d'inattention, mais ce délit de fuite, c'est quelque chose qui est très cruel. Pour confirmer que la camionnette repérée est la bonne,
et consolider son dossier, le commandant a convoqué le témoin qui a assisté à l'accident. Il s'est porté au secours de la victime quelques secondes seulement après le choc. Elle était allongée par terre, elle pouvait pratiquement pas bouger, elle avait du mal à respirer. Bon, après, quand les pompiers ils sont arrivés, qu'ils ont essayé de la réanimer ou quoi que ce soit, elle a essayé de se lever et les pompiers ils lui ont dit non, vous bougez pas, restez allongée, et ceci, cela. Et puis bon, le visage, elle était carrément raflée, défigurée, là, de tout le côté gauche. Quoi. Impressionnant. Le chef du STJA va maintenant montrer aux témoins plusieurs photos de camionnettes de livraison prises au hasard. Le témoin va-t-il reconnaître le véhicule suspect parmi les autres clichés? Allez, je vous laisse regarder. Pour le policier, ce serait une preuve supplémentaire. Ça, exactement. Très bien. Alors on acte celui-là, c'est la photo numéro 9. Vous pouvez regarder les autres, monsieur Ferrand. Non, mais ça, je suis sûr, c'était exactement pareil. D'accord, bon, parfait. Photo numéro 9. L'intuition du commandant Jurkowski était la bonne. Le témoin a identifié la même camionnette que les policiers. Reste maintenant à interpeller le suspect au plus vite. Le lendemain matin, 5 heures, au commissariat. Tony Brigadier va superviser l'opération. Avec Afit et un autre collègue, ils ont prévu de cueillir le suspect sur son lieu de travail. L'homme a déjà fait de la prison. Les policiers disposent donc de son portrait. Alors, l'individu qu'on cherche, c'est lui. OK. Et la camionnette qu'on cherche, l'arrière, c'est ça. Bon, alors, évidemment, priorité sécurité. On le fait descendre de son véhicule, je vais me présenter. Il est descendu. Dès qu'il est descendu, moi, je lui parle. Je vais dire, venez, monsieur. Il y en a un qui passe derrière. Vous le menottez direct, pendant que je lui parle. Vous prenez les bras, clac. Les policiers ne veulent prendre aucun risque, car l'individu pourrait être dangereux. Il travaille dans la banlieue sud de Paris. Chaque matin, vers 6 heures, il vient prendre ses colis du jour dans une entreprise de service postal. Pour localiser le suspect sans éveiller les soupçons, Afit part discrètement en repérage. Une dizaine de livreurs est déjà au travail, et très vite, le policier pense reconnaître l'homme qu'il recherche. Là, ça peut être lui. Hein. Là, les sourcils, le nez. Aussitôt, Afit et ses collègues interviennent. Bonjour, monsieur. Police nationale. Vous avez une pièce d'identité? Mais mauvaise pioche, Tony s'aperçoit vite qu'il ne s'agit pas du bon livreur. L'homme qu'il recherche n'est toujours pas là. Vous connaissez monsieur? Ouais, c'est mon collègue. Il bosse aujourd'hui ou quoi? Ouais, il bosse. L'homme est bien de service ce matin, mais 1 heure plus tard, toujours pas de trace de l'objectif. Quand tout à coup... C'est lui. C'est lui. C'est lui. La camionnette suspecte vient d'arriver. Non, 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 sors de la voiture. Garez-vous, monsieur. Garez-vous. Bonjour, monsieur. À cause de la présence de notre journaliste, le ton monte entre les policiers et le suspect. Mais ça va pas se passer, moi je vais pas rigoler. Hein. Maintenant, vous sortez. Je suis pas un enfant. Sortez, je monsieur. dis, je suis pas un enfant. Monsieur, vous sortez. Je vais pas rigoler avec toi. Vous sortez. Oh. Je vais pas rigoler avec toi. Hein. Voilà. Tac, voilà. Oui, tout doucement. On fait ça tranquillement. Monsieur, vous avez une pièce d'identité sur vous? Voilà, qu'est-ce que ça va? Je vais pas rigoler avec toi. Il est où votre permis? Il est sur moi, mon permis. Il est où? Dans quelle poche? J'ai tout sur moi, j'ai mon permis. Vous inquiétez pas, j'ai tout. J'ai mon permis sur moi, vous inquiétez pas, monsieur, j'ai mon permis. Dans quelle poche? Je sais pas, dans la poche arrière, je pense. Poche arrière. C'est PD, va. PD, va. Allez, Alors que Tony embarque le suspect, les autres livreurs s'en mêlent. Messieurs, c'est bon, c'est bon. Les hommes du STJA parviennent finalement à évacuer l'individu. Direction le commissariat pour son audition. Pour un homicide involontaire aggravé d'un délit de fuite, l'homme risque jusqu'à 7 ans de prison. Alors malgré la présence de son avocat, il joue l'arrogance et nie les faits. Je me rappelle pas, c'est tout, je me rappelle pas. Voilà.
Vous me parlez d'un truc d'il y a 2 mois, vous me parlez d'un téléphone, comment ça se fait. Vous me posez des questions, mais franchement, vous êtes forte. Hein. Ah ouais, Vous me posez des questions sur mon téléphone, comment ça se fait, vous êtes là un tel jour. Okay. Franchement, c'est une question à 2 balles. Okay. Voilà. Moi, je réponds pas à ça. L'homme va nier pendant toute l'audition. Mais les enquêteurs disposent de preuves accablantes. La géolocalisation de son téléphone portable, les dépositions de son employeur et les déclarations du témoin oculaire. Acculé, le livreur finira par avouer quelques heures plus tard dans le bureau du procureur. Pour le commandant, c'est une victoire. Au téléphone, il annonce la bonne nouvelle au fils de la victime. Je vais bien, merci, et d'autant plus que j'ai une nouvelle assez importante pour vous, puisque, dans mon fort intérieur, nous avons interpellé l'auteur de l'accident involontaire qui a causé le décès de votre maman. Oh, écoutez, c'est un très très beau travail que vous avez fait. En tout cas, commandant, on en est, je vais dire, tous très, très reconnaissants, vraiment. Bon, au revoir, commandant, merci encore. Ça fait plaisir parce que, également, dans ce type d'affaires, les gens ont des difficultés à faire leur deuil, puisque, qu'est-ce qui s'est passé, comment... Et ça, c'est très important pour nous, justement, de pouvoir expliquer. Mais pas le temps de savourer pour le chef du STJA. Cet après-midi, une alerte vient de tomber. À l'autre bout de la ville, un nouvel accident mortel. Et en cause, encore un livreur. Il est près de 16h sur l'axe le plus fréquenté de la capitale, le périphérique. La circulation est au ralenti. Dans ce tunnel, une collision vient d'avoir lieu entre 2 véhicules, ce scooter et cette camionnette blanche qui appartient à un livreur. On va aller faire les constats? Oui, on va faire les constats. Alors après, il faudra qu'il nous coupe bien en amont la circulation, puisqu'il y a des traces sur le trottoir, alors apparemment. Au sol, le corps de la victime, le motocycliste. Il a d'abord fait une chute inexpliquée, avant d'être heurté de plein fouet par le conducteur de la camionnette de livraison. Le motocycliste circulait sur la voie 1 et malencontreusement a heurté le trottoir. On ne sait pas pour quelle raison, il a été peut-être déséquilibré. Et le monsieur dans la camionnette lui a roulé dessus, mais c'est pas aperçu sur le moment qu'il lui avait roulé dessus. Donc il a continué sa route et il l'a traîné de l'impact du choc jusqu'à ici. Tout a été filmé par les caméras de vidéosurveillance du tunnel. On y voit la chute du motocycliste, pour le moment inexpliquée. Quelques minutes plus tard, il est percuté par la camionnette blanche. Dans le fourgon de police, le livreur est encore sous le choc. C'est cet homme à la capuche noire. Il ne comprend pas pourquoi le motocycliste a perdu l'équilibre devant lui. Comment ça s'est passé? Il a été désarçonné, il a été... Je ne l'ai pas vu par le contrôle. D'accord, vous ne l'avez pas vu par le contrôle. Ce que j'ai vu, c'est que le scooter, il s'est retrouvé devant moi, là. D'accord. Et il a perdu le contrôle là, il s'est retrouvé là devant moi. D'accord, mais... J'ai pilé. D'accord, j'ai compris. Le livreur dit ne pas avoir commis de faute de conduite avant de percuter le 2 roues. Mais en interrogeant le fichier, le commandant apprend que ce professionnel de la route a perdu tous ses points. Son permis de conduire a été annulé. Il n'aurait donc jamais dû être au volant de sa camionnette au moment du drame. Pour lui, c'est grave, oui, c'est grave. Si on vous donne une sanction, c'est que pour vous évitiez de la réitérer. Là, non seulement il a eu la sanction qui consistait à lui supprimer son permis, et malgré donc cette décision de l'autorité judiciaire, qui est quand même d'empêcher les gens de recommettre une infraction, il a repris un véhicule et il a été à l'origine d'un homicide involontaire. Le conducteur de la camionnette est immédiatement placé en garde à vue et emmené dans les locaux du STJA. Au commissariat, les policiers espèrent obtenir de nouveaux éléments sur les circonstances de l'accident grâce aux images prises par les caméras du tunnel. Donc pour une raison vraiment indéterminée, à la limite, on ne comprend pas pourquoi il perd le contrôle. Alors, il y a combien de temps qu'il l'avait? Depuis fin mars. Ah bon, fin mars? Ah ouais, bon, d'accord. Il a un permis pour le conduire ou un permis moto d'avant? Il n'a pas de permis moto, de ce que j'ai vu. Permis B. Il a un permis B. D'accord, Il bon. avait suivi la formation pour les Bon, 125. donc classique qu'on a le gars qui tombe tout seul par une mauvaise maîtrise du véhicule qui pourra s'expliquer
par le fait qu'il a son permis depuis peu, et c'est pas un permis moto, mais c'est une formation, avec un engin qui est assez difficile à manier quand on n'en a pas l'habitude. Sur cette autre vidéo, la non-maîtrise du véhicule est encore plus flagrante. Mais le commandant va s'apercevoir que le livreur a peut-être lui aussi manqué de réflexe. Alors qu'une première voiture réussit à éviter le scooter, le livreur, lui, réagit beaucoup trop tard. Et alors la camionnette, alors effectivement, combien de... Au niveau des freins, on voit que la camionnette est la dernière à freiner. Tous les véhicules freinent, c'est-à-dire là, Le premier. là, là. Il y a des chaînes de fumée. Ouais, d'accord. Et lui, il freine pas la camionnette? Que quand il le chope. Quand il le chope. Donc lui, c'est pareil, et il n'est pas attentif, parce qu'il est quand même en deuxième. Et il freine en dernier, d'accord. Une erreur d'inattention qui aurait pu être tolérée si le livreur avait eu le droit de conduire. Mais sans permis, la maladresse devient inexcusable. Pour cet homicide involontaire aggravé d'une conduite sans permis, le livreur encourt jusqu'à 7 ans de prison. À cette peine, risque de s'ajouter une lourde dette. Son assurance, par définition, ne le prendra plus en compte, puisque contractuellement, il a rompu le contrat d'assurance qui dit que pour conduire un véhicule, vous êtes titulaire du permis de conduire. Donc les conséquences sur un plan civil seront énormes. Il y aura une dette civile qui va donc être celle qui est due à la mort au préjudice moral pour la famille, financier, etc. En plus, avec la conséquence que la dette civile rentre dans le patrimoine, et ce legs est pris par les ayants droit par la suite. Hein. Voilà quoi, donc c'est quand même considérable. À seulement 32 ans, le conducteur de la camionnette blanche, père de famille, est un récidiviste. Son permis a été annulé plusieurs fois. Mais il continuait pourtant de conduire pour exercer son métier de livreur. J'ai une famille à nourrir, facture à payer, frigidaire à remplir, les enfants à s'occuper. C'est tout ce que je pouvais faire. Plutôt qu'aller faire des conneries, je préfère aller travailler. Après, je suis conscient que parce que je conduisais sans permis, voilà, j'ai causé la mort d'une personne. Et voilà, ma seule punition, c'est... En fait, voilà, c'est de vivre avec toute ma vie. Ça reste compliqué. Tous les jours, je vais dormir avec l'image du choc. J'ai enlevé une vie. J'ai enlevé, s'il avait des enfants, je l'ai enlevé à ses enfants, à sa femme, à sa famille. Après, quoi que la prison a pu se faire, je m'en fous. Je m'en fous. Il me met 10 ans, tu me mets 10 ans. Je m'en fous. Le livreur sera placé en détention provisoire le soir même, en attendant son procès. Chaque année, le commandant Jurkowski et les policiers du STJA résolvent près d'une quarantaine d'affaires d'homicide involontaire. Mais à Paris, les forces de l'ordre ne peuvent pas être présentes à chaque carrefour pour lutter contre les délinquants de la route. Alors depuis quelques mois, la police parisienne dispose d'un outil dernier cri contre les chauffards, la vidéoverbalisation. La capitale compte plus de 1000 caméras qui quadrillent l'ensemble de la ville. Sur certains axes, elles sont désormais utilisées pour lutter contre les comportements dangereux des chauffards. C'est à la préfecture de police que se trouve le QG, qui centralise les images de toutes les caméras. Fabien, lieutenant, est le responsable de l'unité. Bonjour. Sous ses ordres, 4 policiers se relaient aux manettes des caméras de vidéosurveillance. En cas d'infraction, il leur suffit de cliquer sur un bouton pour prendre en photo la plaque d'immatriculation du contrevenant. Pour vous montrer la puissance de l'outil, là je suis au zoom maximum. Donc en fait on a l'impression que je suis à 4 mètres du véhicule. Alors qu'en fait, voilà. Donc là je suis face à un véhicule qui a une immatriculation. Ensuite on passe à l'application procès-verbal électronique où le fonctionnaire verbalise via son ordinateur et c'est envoyé directement au caissier que les automobilistes connaissent bien vu que c'est le caissier de Rennes qui vous envoie vos contraventions lorsque vous êtes fait flasher sur l'autoroute ou ailleurs. Les cibles principales du lieutenant, ce sont les véhicules mal garés qui gênent la circulation comme ce poids lourd arrêté sur un emplacement réservé aux taxis. Donc là, vu la hauteur du véhicule, il masque le feu. Le feu vient de passer au rouge, les automobilistes ne le voient pas. Ce premier véhicule ne voit pas le feu, et lui non plus. Il va être verbalisé pour un stationnement dangereux.
Parce qu'indépendamment du fait qu'il se pose là où il n'a pas le droit de se poser, en plus, il masque un feu tricolore. D'une, il commet une infraction, mais de deux, il met réellement la vie des gens en danger de par un comportement totalement incivique. Et je m'en foutiste, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, quoi. Dans cette autre rue, sous les yeux des policiers, le même type de comportement va mener tout droit à l'accident. Là, vous avez un véhicule qui vient se stationner sur une file de taxi pour faire sa petite livraison, voilà. Et le cycliste, hop. Et encore, il a de la chance, il le tape sur le côté, pas pleine tête. Hein. Et en fait, nous, c'est contre ça qu'on veut lutter, quoi, contre ce réel incivisme routier qui, là, va au-delà de la gêne à la circulation. On a des répercussions corporelles. Plus de peur que de mal pour le cycliste, qui s'en sort avec quelques bosses, sans grande gravité. Mais le chauffeur mal garé, lui, sera verbalisé sans même s'en rendre compte. Il recevra dans quelques jours une amende à son domicile. Plus de 1000 contraventions sont ainsi délivrées tous les mois. Pour des stationnements irréguliers, mais Fabien s'attaque aussi aux véhicules qui grillent les feux rouges. Et en ville, ils sont légion. Donc, on a des mouchards sur les feux, enfin ce que nous on appelle des mouchards. Donc là, comme vous pouvez constater, le feu, il n'est pas orange. Le véhicule en infraction est encore bien en retrait de la ligne d'arrêt. Et il se fait plaisir. Là, comme vous l'avez vu, il a passé le feu rouge, mais fixe, mais sans aucune vergogne, quoi. C'est allons-y franchement, le code de la route ne s'applique pas à moi. C'est pas un feu qui est passé à l'orange au moment où il était engagé et il a continué. Et on a un petit doute entre l'orange mûr et le rouge pas mûr. Là, le feu est bien au rouge alors qu'il est encore bien en retrait de la ligne. Et il y va franchement, avec un comportement qui peut avoir de graves répercussions. Si vous avez un cycliste qui arrive sur une perpendiculaire, les implications et les répercussions peuvent être énormes, quoi. C'est un sport, hein. On a des champions du monde, on est sur diverses catégories, on a de tout, hein. Certains Parisiens vont même jusqu'à griller des feux en roulant à contresens, comme ce véhicule. Pour le non-respect du feu rouge, la sanction est une amende de 90 €. En revanche, pas de retrait de points sur le permis de conduire, car pour le moment, la loi ne le permet pas. La vidéo-verbalisation est encore au stade expérimental sur 13 grands axes parisiens. Mais les autorités entendent bien développer le concept à l'ensemble de la ville. Avec toujours le même objectif, lutter contre ces petites infractions qui paraissent sans gravité, mais qui causent pourtant chaque jour près d'une vingtaine d'accidents dans la capitale. Dépassement par la droite, en empruntant une voie de bus, changement de fil sans clignotant, ou encore feu rouge grillé et zigzag dangereux. À Paris, ces comportements inconscients sont devenus une banalité, mais pour les forces de l'ordre, c'est un combat quotidien. Et à la nuit tombée, les policiers redoublent de vigilance, car à ces petites infractions vient parfois s'ajouter la consommation d'alcool et de produits stupéfiants. À Paris l'année dernière, près de 400 accidents impliquaient des conducteurs ivres. Pour lutter contre la consommation d'alcool au volant, les policiers organisent régulièrement des contrôles dans le centre de la capitale. Nous sommes vendredi soir, à l'heure des sorties de discothèque. Fais avancer, fais avancer. Avancez. Cette nuit, Karim de la compagnie motocycliste est de service. Bonsoir. Éteignez votre moteur, s'il vous plaît. Vous avez consommé de l'alcool ce soir? Un petit peu? Un petit peu beaucoup peut-être, non? Il est 4 h du matin, le barrage est en place depuis moins d'1 heure et déjà plusieurs individus viennent d'être contrôlés positifs à l'éthylomètre. Ils dépassent la limite autorisée de 0,5 g d'alcool par litre de sang. Bon, c'est des taux qui vont de 0,56 à 0,73. C'est des taux moyens. Avant, on avait vraiment régulièrement des taux proches de 1 gramme. Et depuis quelques années, on est plus proche des 0,50 que des 1 gramme, quoi. C'est tant mieux pour tout le monde. Et les gens finissent par comprendre. Si la majorité des Parisiens semblent plus raisonnables avec l'alcool au volant, régulièrement, Karim et ses collègues doivent faire face à l'agressivité des conducteurs ivres. Comme les occupants de cette voiture, qui se sont garés précipitamment quelques dizaines de mètres avant le barrage de police.
pour éviter le contrôle. Tu rigoles ou quoi? Mais tu rigoles toi ou quoi? Le conducteur refuse de descendre de son véhicule pour souffler dans l'alcotest. Je vous ai pas mal parlé, je vous ai pas manqué de respect. J'ai pas le droit de vous répondre. J'ai pas le droit de vous répondre. Bah non, monsieur, on vous doit. Mais bah alors vous êtes au-dessus de la loi. Mais très bien, mais fais pas ce métier-là si on te répond pas. Fais pas ce métier-là. On vous demande de nous suivre. Tu vas pas me la jouer. C'est clair ou quoi? Vous allez pas me la jouer, monsieur. On va vous faire souffler là, Si on joue le côté intellectuel, croyez-moi, vous allez perdre. Ça veut dire directement. quoi, ça, qu'on est des cons, c'est ça? Ah, je vous ai rien dit. J'insinue rien, je dis rien. On va venir avec un éthylot. Ah non, non, on arrive, hein, t'inquiète, on va pas te laisser. Les mecs qui se garent comme ça, qui assument pas, qui picolent, t'inquiète pas, on va pas les louper. Quand les gens ont bu, de toute façon, ils ont plus toute leur lucidité, ils n'ont pas vraiment de discernement, donc ils s'enlisent dans ce qu'ils essaient de nous donner comme explication. Voilà, ça met des plombes à se régler. Quelques minutes plus tard, d'autres policiers arrivent. À force d'insistance, l'individu finit par obtempérer, mais avec beaucoup de mauvaise volonté. Soufflez. Oui, un souffle long et régulier. Donc si vous soufflez pas, on va vous emmener. Voilà. Point final. C'est ça? Évidemment, de toute façon, en fait, vous ne dites pas comment souffler. Ah, parce qu'il faut C'est pas de la s'expliquer comment natation. souffler. Bah oui, parce que j'ai pas l'habitude. Oh là là, bah dites donc. Ça peut vous paraître étonnant, mais j'ai pas l'habitude. Ah bon? Bon, allez. C'est bizarre. Encore. Faut 8 poumons, quoi. Oui. Voilà, vous êtes positif, donc monsieur, vous nous suivez. Voilà. Les policiers ne s'étaient pas trompés. À l'éthylomètre, le taux d'alcoolémie de ce conducteur est de presque 1 gramme par litre de sang, 2 fois la limite autorisée. Ce soir, le jeune homme terminera sa nuit au poste, en cellule de dégrisement. Il risque de perdre son permis et jusqu'à 2 ans de prison. Allez, monsieur, vous venez là. Chaque année à Paris, près de 7000 conducteurs sont contrôlés positifs à l'alcool. D'autres multiplient les risques en consommant également des produits stupéfiants, sans mesurer qu'ils mettent alors leur vie et celle des autres en danger. Quelques heures plus tard, Eric, gardien de la paix à la compagnie du périphérique depuis 2 ans, est appelé en urgence pour un grave accident. Alors là, on part sur un accident de circulation. On aurait un véhicule sur le toit, au milieu du périphérique. Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos, donc on va aller voir sur place ce qu'il en est et s'il y a des blessés. Sur le toit, on ne le fait pas tous les jours, mais ça arrive quand même régulièrement. Les gens roulent un petit peu trop vite le dimanche matin. Ils font pas attention, ils sont pas forcément dans leur état normal. Ils ont fait la fête le samedi soir, donc positif à l'alcool ou même positif aux stupéfiants. Donc comme on connaît l'effet que l'alcool a sur la conduite, ça nous donne des choses comme ça régulièrement. Ce dimanche matin, le choc a été particulièrement violent. 2 voitures se sont percutées à vive allure. L'une a fait un tonneau, l'autre s'est encastrée dans le terre-plein central. Un accident spectaculaire, mais aussi incroyable que cela puisse paraître. Les dégâts semblent surtout matériels. Sergent! Bonjour, c'est vous le chef des opérations de secours? Oui, c'est moi, ouais. Qu'est-ce qu'on a? 2 VL qui ont cartonné avec une sur le toit, mais il n'y a rien. Y a pas de blessés? Non. Il y en a 2, mais enfin léger, quoi. Pas de blessés graves. Ah, pas de blessés graves, ok. Les 2 automobilistes ont été pris en charge par les pompiers. Le conducteur qui a fait un tonneau dans sa voiture grise s'en tire miraculeusement avec quelques éraflures. C'est cet homme, allongé, d'une 60aine d'années. Au moment du choc, il se rendait à une manifestation sportive. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je sais pas, j'ai été touché à l'arrière et après je me rappelle pas parce que D'accord. comme rayer la voiture. D'accord. Un peu élevé. Vous n'avez pas consommé d'alcool, non? Si vous allez au marathon. D'accord. Vous régalez. Vous étiez attaché, monsieur? Comment? Vous étiez attaché à la Oui, ceinture? heureusement. Il y a l'airbag qui a fonctionné? Regardez la voiture. L'homme affirme n'avoir pas changé de trajectoire et avoir été percuté par l'arrière, ce qui signifierait que le responsable de l'accident serait l'autre conducteur. Mais pourtant, lui aussi conteste être à l'origine de l'accrochage. Bonjour, vous n'êtes pas blessé? Si. Qu'est-ce que vous avez? Au niveau de la jambe. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? C'est que je roulais un petit peu vite. Oui.
faire 90-100. Ouais. Donc plus vite que 80, ça c'est clair, c'est ce que j'étais en train d'expliquer au pompier. D'accord. Il voler la face, hein. Et que le mec il m'a découpé quoi. Lequel mec? Bah je ne veux pas vous dire, il m'a découpé. J'ai senti une voiture qui m'a découpé. Les explications de ce conducteur ne sont pas très convaincantes, ni très claires. Et Eric va découvrir qu'il n'est pas tout à fait dans son état normal. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Un petit peu? D'accord, on va vous soumettre au dépistage. Consommation d'alcool, vitesse excessive, et quelques minutes plus tard, le chauffeur de la voiture bleue va en plus avouer qu'il a fumé du cannabis. Des éléments qui mettent clairement en cause sa responsabilité dans l'accident. C'est en se rabattant précipitamment sur sa droite qu'il aurait percuté l'arrière de la voiture grise. Cocktail détonnant. Les gens réagissent moins vite, ils font pas attention, ils roulent au-dessus de leurs limites, ils roulent plus vite. Donc forcément, dès qu'ils sont pas tout seuls ou dès qu'il y a un obstacle, ils ont pas les mêmes réflexes, donc voilà. Voilà ce que ça donne. À Paris en 2012, près de 1000 conducteurs ont été contrôlés positifs aux produits stupéfiants. Un phénomène de plus en plus inquiétant dans la capitale. Eric décide d'examiner les carcasses des voitures pour tenter de déterminer le scénario exact de l'accident. On va prendre les dégâts sur les véhicules, les traces de peinture, les traces de choc qu'on peut trouver sur les véhicules qui peuvent nous aider pour déterminer les circonstances de l'accident. Ces constatations vont vite confirmer la conduite dangereuse du conducteur sous l'emprise de l'alcool et du cannabis. Il est à quelle vitesse? Il est en 4, 5 et en 5e. 5e, donc il n'allait pas 80 km/h. Hein. Non, il me l'a dit. Il me dit, j'étais à 90-100. Sur l'autre véhicule, les traces du choc accablent également le conducteur de la voiture bleue. En fait, quand on regarde, on a les traces de peinture. Lui, il a dû se rabattre un peu précipitamment. Il l'a touché, il l'a envoyé valdinguer, et puis lui, il est parti en tête à queue parce qu'il arrivait trop vite. L'examen toxicologique du conducteur de la voiture bleue va confirmer la consommation de drogue et révéler un taux d'alcoolémie de 1,30 g par litre de sang, presque 3 fois la limite autorisée. L'homme est un récidiviste, il a déjà perdu son permis 3 fois pour des raisons similaires. Il encourt donc plusieurs mois de prison et son assurance risque de refuser le remboursement des dommages causés. C'est un chauffard. Moi, j'ai des enfants. Je réagirais pas de la même manière si qui venait me cartonner et que j'étais en voiture avec mes enfants. Je resterais pas aussi zen. Chaque année, la compagnie du périphérique effectue plus de 5000 interventions. Près d'un quart d'entre elles concernent des infractions graves avec rétention du permis de conduire. La compagnie motocycliste de Paris, elle, a distribué plus de 170 000 amendes et placé 1700 chauffards en garde à vue en 2012. Les policiers du STJA ont enquêté sur plus de 700 affaires d'accidents graves. Un travail qui porte ses fruits. L'année dernière, il y a eu 300 accidents de moins dans la capitale.